Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview de la LNH 2023-2024 et cette fois-ci, on s'attaque au, je dirais, énigmatique Flames de Calgary. Du côté de l'Ouest canadien, on a connu une saison que je qualifierais de décevante. 93 points pour une organisation qui aurait pu courir pour la Coupe l'année d'avant. C'était décevant. On a eu beaucoup de déceptions, on a eu des éléments assez corrects sans plus, mais ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a probablement eu certaines tensions. Disons que publiquement, on a entendu parler que Jonathan Huberdeau était peut-être pas en pleine harmonie avec son entraîneur-chef Daryl Sutter. Et d'ailleurs, Daryl Sutter ne sera pas de retour derrière le banc du côté des Flames de Calgary. Même chose pour le directeur général, d'ailleurs, Brad Treliving, qui est parti pour d'autres cieux, ne sera pas de retour du côté du poste de directeur général des Flames de Calgary. Là d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas habitués avec mon code de couleur, ce qui est écrit en rouge, c'est des noms qui sont nouveaux dans l'organisation. En bleu, c'est des gars qu'on connaît dans l'organisation. En vert, c'est des espoirs qui peuvent rentrer dans la formation. Et dans le cas présent ici, j'ai mis les noms du directeur général et de l'entraîneur en rouge, mais c'est comme pas 100% nouveau parce qu'on n'a pas changé. On a changé, oui, parce que c'est pas le même directeur général et c'est pas le même entraîneur, mais c'est des gars qu'on connaît déjà très bien dans l'organisation. Fait que je voulais quand même souligner le fait qu'on a changé de staff, mais c'est quand même des gars qu'on connaît très bien. Dans le cas particulier ici de Craig Conroy, directeur général de l'organisation des Flames, il est assistant du DG, du GM, depuis la saison 2014-2015. Fait que ça fait longtemps qu'il est en formation. Et par la suite, on y va du côté de Ryan Huska. Lui, il est assistant entraîneur chez Flames de Calgary depuis la saison 2018-2019. Il a déjà été entraîneur-chef dans la Ligue américaine. Fait que c'est deux gars qu'on connaît bien à Calgary. Point positif, par contre, c'est qu'on n'a pas été chercher les fameux anciens entraîneurs-chefs ailleurs pour le mettre là. On a gardé des gars qui connaissent, disons, la philosophie, mais surtout qui connaissent son staff. Fait que ça, je pense que c'est intéressant du côté des Flames de Calgary. Il restera à voir, par contre, si on va vraiment être capable de mettre tout ce beau monde-là ensemble. On a eu, entre autres, Jonathan Huberdeau qui a parlé dans les médias. Il a mentionné le fait qu'il était content du changement d'entraîneur qui pourrait lui permettre de retrouver son style qui lui permettait de produire au niveau de la LNH. Semble-t-il qu'on demandait de jouer un style plus défensif sous Daryl Sutter. Le seul point où ça va ressortir, ce fameux style défensif sous Daryl Sutter, c'est les avantages numériques. En désavantage numérique, 82,6%, c'est quand même très bon. On était cinquième dans la Ligue nationale en termes de désavantage numérique, mais ça se complique un peu pour tout le reste par contre. Fait à ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire mission accomplie? Non. On a manqué les séries là, de 2 points. 2 points du côté de Calgary, mais ça a peut-être été suffisant pour qu'on se dise il y a de quoi qui marche pas. Parce qu'on a une organisation ici il y a quelques espoirs qui peuvent rentrer dans l'alignement, mais on a une organisation qui a beaucoup d'expérience quand même. On a quelques gars d'une trentaine d'années, des gars dans la vingtaine avancée. Fait que c'est pas une organisation qui est jeune et inexpérimentée. Alors on devrait théoriquement performer déjà du côté des Flames, puis ça a été un peu compliqué l'année passée. Alors pour la saison 2022-23, c'est 38 victoires, 27 défaites et 17 défaites en prolongation. Pour un total de 93 points, on a manqué les séries de très peu. Une moyenne de buts marqués de 3,15, ce qui est quand même bien sans plus. Une moyenne de buts accordés de 3,01, ce qui est pas très bon. Un avantage numérique à 19,8%, ce qui est pas très bon. Et un désavantage numérique à 82,6%, ce qui est quand même relativement bon. On a terminé 9e au niveau de la conférence de l'Ouest, 16e dans la Ligue nationale et évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires, donc ce n'est pas disponible. Le meilleur en termes de but aurait été un ancien du Canadien, Tyler Toffoli. Et là, j'ai entendu des gens qui disaient comme quoi Tyler Toffoli était avantagé par Daryl Sutter par rapport à l'histoire qu'il y a entre les deux hommes, puisqu'ils s'étaient connus du côté de Los Angeles des années auparavant. Donc, on disait qu'on avantageait Tyler Toffoli, qu'il était placé dans les bonnes situations. Évidemment, Tyler Toffoli, c'est un marqueur naturel. Donc, oui, il était en avantage numérique, ça c'est sûr et certain. Par contre, quand on regarde le temps d'utilisation, ce n'était pas le joueur le plus utilisé. Eh bien, en fait, les joueurs les plus utilisés en termes de temps, généralement, c'est les défenseurs. Mais en termes d'attaquant, ce n'était pas l'attaquant le plus utilisé, c'était Elias Lindholm qui était le plus utilisé au niveau des Flames de Calgary. Même en fait, Tyler Toffoli, je pense qu'il était cinquième ou sixième attaquant le plus utilisé par Daryl Sutter. Fait que est-ce qu'il a vraiment été à ce point-là avantagé? Peut-être par le style de jeu prôné par Daryl Sutter, ça se peut, mais je sais pas à quel point est-ce que
il a vraiment été hyper avantagé. Malheureusement pour les Flames, d'ailleurs, Tyler Toffoli, ben en fait, malheureusement, ils ont décidé de le transiger, c'est un choix qui leur appartient, mais il n'est pas de retour cette année, puisqu'il va continuer sa carrière du côté du New Jersey. Alors, Tyler Toffoli aurait été le meilleur en termes de buts du côté des Flames de Calgary, avec quand même 34 buts, c'est bon. Le meilleur en termes de points aurait été également Tyler Toffoli, avec 73 points. Quand même, Lindholm, 64 points, c'est peut-être un petit ralentissement, pas dramatiquement, mais en tout cas, c'est quand même une bonne saison dans son ensemble, mais c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Par la suite, on a le défenseur Anderson. Dans le cas de Anderson, c'est 79 matchs, 49 points, un total de plus 5 en termes de ratio points par match. Du côté d'Anderson, on a quand même connu une saison qui est une bonne saison, j'aimerais dire. 26 ans, il se maintient à peu près dans ses statistiques normales. Un fait anecdotique, c'est Nikita Zadorov. Nikita Zadorov, c'est rare que j'ai vu ça, mais c'est un défenseur qui a plus de buts que de passes. Fait que c'est rare. D'habitude, c'est plus les attaquants qu'on voit avoir ce genre de statistiques-là. Anyways, donc bref, pour ce qui est de Anderson, Rasmus Anderson, eh bien une bonne saison, 49 points en 79 matchs de son côté. Maintenant, ici, on a les espoirs. Je vous invite à aller sur le site alacoupe.ca pour voir les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Flames de Calgary. Un texte qui a été signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Vous avez bien évidemment le joueur québécois que Darryl Sutter s'est fait un plaisir de demander aux journalistes. C'est quoi son numéro? Jacob Pelletier. Jacob Pelletier, un ailier gauche de 22 ans. Choix de première ronde en 2019 du côté de Jacob Pelletier. Il a connu une très bonne saison au niveau de la Ligue américaine. 37 points en 35 matchs, dont 16 buts l'année passée. Puis quand il est arrivé dans la LNH, même si ses points 7 en 24, c'est pas tape à l'œil, il a quand même bien paru. Par contre, c'est sûr qu'on parle d'un petit attaquant très hargneux qui aime se porter à l'attaque, qui a un côté très offensif. Il va falloir qu'il travaille son côté défensif parce que ça, pour la LNH, c'est important. Mais il reste que, bon, c'est un jeune prospect qu'on a très intéressant du côté des Flames de Calgary. Par la suite, on a Matthew Coronato. C'est un ailier droit de 20 ans. C'est un choix de première ronde en 2021. Il a évolué majoritairement dans la NCAA du côté de Harvard University l'année passée. En 34 matchs au niveau de la NCAA, c'est 20 buts, 16 passes, dis-je bien, pour 36 points. Alors, bien évidemment, vu qu'on a 20 buts puis 16 passes, on sait, c'est un tireur, mais c'est un joueur quand même à caractère offensif très intéressant qu'on a du côté de Calgary. Il devrait théoriquement faire partie de l'alignement cette année. Peut-être pas nécessairement en début de saison, tout dépendamment du camp d'entraînement, parce qu'au moment de filmer cette vidéo-là, les camps d'entraînement ne sont pas commencés. Mais c'est un joueur qu'on pourrait voir du côté de Calgary dès cette année. Et par la suite, je vous garde un peu de suspense pour vous inviter sur le alacoupe.ca et aller voir le texte signé par Anthony Saint-Amand, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Flames, avec un certain Dustin Wolf. Dustin Wolf qui est un jeune gardien de but de 22 ans. C'est un choix de 7e ronde en 2019 et je vous dirais que c'est une sensation dans la Ligue américaine de hockey. Alors si vous voulez avoir plus de détails sur l'espoir Dustin Wolf, je vous invite à aller faire un tour sur le alacoupe.ca. Tout nouveau cette année, on a le dossier pré-saison 2023-2024 du alacoupe.ca. Donc il est disponible en téléchargement gratuit sur le site. Vous avez un survol des 32 organisations ainsi que les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour les 32 organisations, toutes réunies dans un même magazine et le téléchargement, il est gratuit sur alacoupe.ca. Ici, on a l'alignement qui est un alignement que je projette, donc ça ne veut pas dire que c'est ça que ça va être, mais ça veut juste dire que je pense que ça fitterait peut-être du côté des Flames de Calgary. Alors pour ce qui est de ma première ligne, j'ai décidé d'y aller avec un certain Jonathan Huberdeau. Saison difficile pour Jonathan Huberdeau qui a passé d'une centaine de points à 55 points l'année passée. Selon ses dires, lors de certaines entrevues, il semblerait qu'on lui a demandé de jouer un autre style de jeu que ce que lui excelle. Donc à ce moment-là, peut-être est-ce que c'est ça qui peut expliquer la baisse de régime. Ça peut être plein d'affaires comme Barkov. Peut-être qu'il monte, tu sais. Mais enfin, bref, 55 points, 79 matchs. Pour un ailier gauche qui est quand même, si je ne sais pas erreur, je pense que c'est le joueur le plus prolifique de l'histoire des Panthers, quelque chose de même, ou l'ailier gauche le plus prolifique. Bref, il y a quelque chose qui a marqué l'histoire des Panthers en termes de production offensive. Pour ce qui est de Jonathan Huberdeau. Fait que c'est sûr qu'on s'attend à plus de cet attaquant-là. À 30 ans, il est dans son prime, là, il est dans ses bonnes années. Alors, on espère qu'il va rebondir cette année. Et selon ce qu'il a dit, il semblerait qu'il est en confiance avec l'entraîneur pour pouvoir jouer son style de jeu. Mais, c'est touché. C'est touché. Alors, selon ce que j'ai cru comprendre, je crois que c'était Conroy, à l'époque, qui était assistant DG, qui a fait de la pression pour qu'on ait Huberdeau, qu'on aille chercher Huberdeau, sur Brad Treliving, qui était à l'époque directeur général. Fait que peut-être que c'est vrai. Peut-être que vraiment,
on va adapter un peu plus le jeu pour lui. Et je lui souhaite parce que franchement, c'est un gars qui peut faire 80 à 100 points. Là, fait que j'y souhaite amplement. Par la suite, on va y aller avec le joueur de centre Lindholm. C'est 28 ans pour ce qui est de Lindholm. 64 points en 80 matchs l'année passée. C'est un joueur de centre qui est très intéressant qu'on a du côté de Calgary. Un affaire qui est intéressant du côté de Calgary, c'est qu'on a quand même nos trois premiers joueurs de centre ont quand même des bonnes productions offensives. Fait que ça, c'est intéressant. Puis c'est tous des gars expérimentés. Fait que, tu sais, on part pas de zéro. Peut-être qu'une autre mentalité va aider tout le staff. On sait jamais. Et là, j'y vais ici avec le jeune Dylan Dubé. 45 points, 82 matchs. Pour ce qui est de Dylan Dubé, il est âgé de 25 ans. On note quand même une progression qui est assez constante de son côté à lui. Mais c'est pas des postes gagnés. Hein? C'est pas des postes qui sont acquis. On a, entre autres, Sharangovich, qui lui nous arrive du New Jersey. On a été chercher dans la transaction de Tyler Toffoli. Puis c'est un joueur qui est, je pense que c'est un Bélarus, si je me rappelle bien. C'est un joueur qui est à caractère offensif. C'est un gars qui peut challenger pour ton premier trio. On a Andrew Mangiapane qui peut challenger pour ton premier trio. Je vais vous expliquer ici pour ma deuxième ligne. Par contre, c'est un choix que j'ai fait rationnel de mettre Mangiapane ici, mais il peut challenger pour le premier trio aussi. Fait qu'il n'y a rien d'acquis. Il n'y a absolument rien d'acquis de ce côté-là. Donc, dans le cas de Dylan Dubé, il y a aussi l'histoire de l'équipe nationale de 2018, l'équipe Canada 2018, qui est à suivre. Là. Il en faisait partie, mais on ne sait pas trop qui était impliqué dans le scandale. Okay, bon, en tout cas, ça, c'est une histoire qui est en développement en ce moment. Je ne peux pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, bref. 45 points, 82 matchs, c'est quand même très bon pour un gars qui est arrivé à la mi-vingtaine. Donc, théoriquement, on est dans ces années d'éclosion pour ce qui est de Dylan Dubé. Par la suite, en termes de deuxième ligne, j'ai préféré y aller avec la continuité. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui se connaissent bien et qui jouaient beaucoup ensemble l'année passée. Dans le cas de Andrew Mangiapane, de Michael Backlund et de Blake Coleman, si je me rappelle bien de son prénom. Donc, ces trois gars qui ont joué beaucoup ensemble, c'est d'ailleurs le trio qui a été le plus souvent utilisé ensemble du côté de Calgary. Fait que je pense que ça serait une bonne recette de retourner avec ça. Dans le cas de Backlund, quand même, on a connu une bonne saison, 56 points, 82 matchs à l'âge de 34 ans. C'est sûr qu'il va probablement pas se claquer une saison de 90 points, mais quand même, il en reste pas moins qu'on a eu une amélioration du côté, pas une amélioration, mais une bonne performance du côté du vétéran Backlund, que je fais jouer avec Andrew Mangiapane, 43 points en 82 matchs l'année passée, et Blake Coleman, 38 points en 82 matchs l'année passée. Et c'est là où j'arrive avec ma troisième ligne. Ma troisième ligne, c'est intéressant pour ceux qui aiment les jeunes parce que j'ai mis Jacob Pelletier qui est âgé de 22 ans et Sharangovich qui est âgé de 25 ans. C'est des gars qui peuvent que s'améliorer. Donc, c'est intéressant et je l'ai fait jouer avec le vétéran Nazem Kadri. Dans le cas de Nazem Kadri, 56 points, 82 matchs, il est âgé de 32 ans. Un ralentissement par rapport à l'Avalanche, tu sais. Fait que je sais pas vraiment à quel point il y a un élément à paniquer là-dessus. Puis si Backlund ralentit vraiment beaucoup, à ce moment-là, on a un deuxième centre en Nazem Kadri. Je pense qu'on peut être assez confortable à ce niveau-là. Et par la suite, on a Sharangovich, c'est 30 points en 75 matchs. L'année passée, il évoluait du côté du New Jersey. C'est un gars qui, sur la scène internationale, qui joue pas nécessairement avec la plus grosse équipe, la Biélorussie, puis qui réussit quand même à performer offensivement. Fait que c'est un joueur intéressant. C'est un joueur qu'on peut, on peut apprécier à voir se développer. En termes de quatrième ligne, on y va avec Eduard Ruzicka, 20 points en 44 matchs. Eduard, c'est 11 en 27. Et finalement, Mathieu Coronato, aucun point en un match du côté de la LNH, mais au niveau de la NCAA, 36 points en 34 matchs l'année passée pour Coronato. Encore là, lui aussi, c'est un gars qui peut challenger pour monter. Là, on s'entend, c'est un joueur à caractère plus offensif. Sur une quatrième ligne, je suis pas très à l'aise de le mettre là, mais je préfère le mettre dans l'alignement que de scratch. Fait qu'en gros, c'était ça ma décision. J'ai vu des gens qui projettent des alignements avec Coronato, peut-être même sur la deuxième ligne. Mais je répète que pour Mangiapane, Backlund et Coleman, j'ai été avec la continuité. C'est des gars qui ont beaucoup joué ensemble l'année passée, fait que je les garde ensemble. En termes de scratch, j'y vais avec Hunt et Rooney. Au niveau des défenseurs, un point qui est un point positif du côté des défenseurs chez les Flames de Calgary, c'est que c'est des gars qui se connaissent très bien. Fait que c'est des gars qui, dans certains cas, sont là depuis plusieurs années, dans d'autres cas, peut-être un peu moins longtemps, mais il reste que c'est des gars qui sont habitués de jouer ensemble. J'ai donc gardé mon top 4 comme ce qui était le plus fréquent l'année passée. Fait que j'ai gardé les mêmes ensemble. J'y vais avec Noah Hanifin, 38 points en 81 matchs. Je dirais que c'est décevant pour Noah Hanifin. C'est pas sa meilleure saison sur un point de vue offensif dans son cas à lui. C'est un défenseur quand même qui est pas tant vieux, là, 26 ans. Puis c'est un gars qui
peut se porter un peu plus à l'attaque. Il a évolué majoritairement avec Rasmus Anderson à 49 points en 79 matchs l'année passée du côté de Anderson. Pour Anderson, ça va relativement bien. Ça pourrait être intéressant de séparer les deux, puis à ce moment-là, de les mettre avec des défenseurs peut-être plus défensifs pour qu'ils puissent s'exprimer plus offensivement. Une chose qui pourrait être intéressante, c'est de mettre, mettons, Hanifin avec Tanev ou peut-être de mettre Anderson avec Mackenzie Weegar. C'est des options qui peuvent être exploitées, mais moi j'ai gardé les gars ensemble. Pour ce qui est de Mackenzie Weegar, c'est 31 points en 81 matchs l'année passée. Weegar fait partie de cette méga transaction-là, Huberdeau avec Matthew Tkachuk. C'est un joueur qui a été plus performant avec les Panthers, mais qui avait, tu sais, en séries éliminatoires, on avait reproché à certains joueurs des Panthers d'avoir lâché lousse un peu. Il en faisait partie. Donc, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est une attitude ou quoi que ce soit, mais c'est un défenseur qui peut être solide défensivement, mais qui peut amener une touche offensive aussi. Fait que 31 points en 81 matchs, on peut peut-être faire mieux. Par la suite, on y va avec Christopher Tanev. C'est 13 points en 65 matchs. Tanev, il n'est pas connu pour les points, tout simplement. Alors, c'est un défenseur plus à caractère défensif qui peut frapper. Et là, on va y aller avec quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire Killington. Pour ce qui est de Killington, les statistiques de l'année passée sont non disponibles. Dans son cas à lui, j'ai fait un peu de recherche, j'ai pas poussé beaucoup plus loin. Il a décidé de prendre une année sabbatique l'année passée. Donc en fait, quand les camps d'entraînement ont commencé, je sais pas, peut-être en septembre, genre, il avait annoncé à l'équipe qu'il ne se présenterait pas au camp d'entraînement. Puis par la suite, il a annoncé à l'équipe qu'il ne se présenterait pas de l'année, tout simplement. Donc, c'est pas une blessure. C'est quelque chose dans sa famille, donc c'est des choses qu'il avait à régler sur un point de vue personnel. Puis dans le cas de Killington, honnêtement, la saison avant, c'est-à-dire en 2021-22, il y avait quand même 31 points en 73 matchs. Fait que c'est pas mauvais, là. Il y avait une bonne courbe de croissance, mais semble-t-il qu'au niveau familial, il y avait des choses à régler, donc il est rentré chez lui, puis il a pris une année off de hockey. Moi, je me dis, pour le travail psychologique que ce gars-là a fait, ça serait une très mauvaise idée de le faire commencer scratch. Donc, je le fais commencer dans mon alignement partant, mais je veux pas y mettre trop de pression, donc je le mets sur ma troisième paire. Killington, que je fais jouer avec Zadorov, c'est 21 points en 82 matchs l'année passée pour ce qui est de Zadorov. Par la suite, on a Osterley, Jordan Osterley, qu'on a signé. Ou qu'on a transigé, je ne me rappelle pas en tout cas, qui nous arrive de Détroit dans le cas de Jordan Osterley. C'est un défenseur 6-7e, c'est un défenseur qui bouge des trous, on va dire ça comme ça. Ensuite de ça, au niveau des gardiens de but, Jacob Markstrom, ça n'a pas été sa meilleure année. 59 matchs, c'est beaucoup de hockey pour un gardien de but. 2.92, 892 d'efficacité, c'est vraiment pas glorieux. C'est un gardien qu'on a connu avec des meilleures performances que ça pour ce qui est de Jacob Markstrom. À 33 ans, théoriquement, il est censé être dans le gros de sa forme. Il est censé être vraiment là, il est dans son prime. Même qu'il s'en va vers la fin de son prime. Ça a été décevant. Mais ça a été décevant à quel point? Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Fait que je pense que c'est un gardien de but qui a pas 100% de l'appui de la masse. Mais des fois, il peut être très bon. Des fois, il peut être vraiment très bon. Bref, une saison décevante, 2.92, 892. Par la suite, on a Vladar, 27 matchs dans la Ligue nationale l'année passée, 2.91 et 892 d'efficacité lui aussi. Fait que ça n'a pas nécessairement été le party devant les filets du côté des Flames de Calgary. Et on ferme le tout avec la sensation de la Ligue américaine, le jeune Dustin Wolf, qu'on a vu un match à Calgary l'année passée et une moyenne de 1 avec une efficacité de 958 et une victoire, mes amis. Voilà pour ce qui est de Dustin Wolf, dis-je bien. Alors, c'est un nom à suivre. C'est un nom à suivre. C'est le gardien de but d'avenir du côté de Calgary. Mais je vous en dis pas plus. Le texte est disponible sur la coupe.ca. Les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Flames de Calgary. Alors, d'après moi, les Flames de Calgary, c'est une organisation qui peut très bien être en séries éliminatoires. Ils l'ont manqué de pas grand-chose l'année passée. De vraiment pas grand-chose. Je pense pas qu'ils vont être confortables en séries éliminatoires, mais je pense que c'est une équipe qui va courir pour une place en séries éliminatoires et qui a des bonnes chances de faire les séries éliminatoires du côté de la conférence
conférence de l'Ouest. Alors, d'après vous, les Flames de Calgary, est-ce que c'est une organisation qui va dépérir et aller dans les bas-fonds? Est-ce que c'est une... Il y a beaucoup de rumeurs, hein? Il y a des rumeurs, là. Des rumeurs que Lindholm voudrait pas rester. Des rumeurs que Markstrom voudrait pas rester. Fait que, est-ce que c'est une équipe qui va dépérir puis qui va aller dans les bas-fonds? Est-ce que c'est une équipe qui court pour une place en série? Ben, fuck it. C'est une équipe qui fait les séries, qui gagne la coupe. Ben, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas de faire un petit j'aime et de la partager parce que plus qu'il y a de hockey fans, plus qu'on est à jaser de hockey, c'est toujours plaisant. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Bye bye.